Et nous commençons tout de suite cette émission avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre en ce début d'année 2025 quelle stratégie de gestion avoir vis-à-vis des crypto-monnaies dans leur ensemble et pas simplement avoir vis-à-vis de Bitcoin. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine au Grand Forum du Patrimoine aujourd'hui, Édouard Belliard. Bonjour Édouard Belliard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la distribution et des partenariats chez Meria. Tout à fait. Une question pour ce début d'année. On a vu le Bitcoin dépasser le seuil symbolique des 100 000 dollars, 100 000 euros aussi également. Et on a l'impression que ça a catalysé un petit peu tous les questionnements qu'on pouvait avoir vis-à-vis du secteur crypto uniquement sur Bitcoin. En ce début d'année, chez Meria, vous faites de la stratégie de gestion vis-à-vis des crypto-monnaies ou crypto-actifs. Quelle stratégie avoir? Est-ce que en lien avec l'élection de Donald Trump, on regarde le Bitcoin monter et on attend, ou est-ce qu'on peut avoir une stratégie un peu plus fine sur les crypto-monnaies? Alors merci beaucoup Nicolas, merci pour cette question. Alors effectivement, ça fait 2 fois que Bitcoin casse justement son point le plus haut, son ATH ces derniers temps. La première fois pour la victoire de Donald Trump aux élections américaines, et puis là, cette fois-ci plus concrètement, parce qu'il va être intronisé aujourd'hui. Donc forcément, la question se pose de savoir si Bitcoin va être le seul et unique actif qui va pouvoir encore performer durant ces années, puisque effectivement, Donald Trump et sa future administration vont normalement offrir un cadre, on va dire, plutôt favorable aux cryptos, que ce soit au niveau fiscal, mais aussi au niveau ouverture. Enfin voilà, on sait qu'à des postes clés de son gouvernement, il a positionné des personnes qui sont pro-crypto. Et donc voilà, donc Bitcoin est rentré dans une autre dimension aujourd'hui. C'est devenu aussi beaucoup un produit légitime de par les ETF et autres. Et Oui, donc, on peut rappeler aussi que voilà. cela intervient après effectivement le lancement d'ETF crypto qui Oui. ont permis de créer un premier pont entre finances traditionnelles et crypto-monnaies, enfin d'ETF Bitcoin, pardon, mais il y a eu C'est ça. qui ont permis de créer ce premier pont et d'amener finalement des fonds de finances traditionnelles vers Bitcoin. Tout à fait, c'est exactement ça, et qui ont vraiment très bien marché, puisqu'il s'agit du meilleur départ d'ETF depuis l'existence des ETF, donc qui ont collecté, je crois, juste cette année plus de 70 milliards sur les 11 qui existent. On a eu des nouveaux ETF sur Ethereum également, d'autres sont à prévoir peut-être sur Solana, XRP, donc ça veut dire aussi que il n'y a pas que Bitcoin finalement qui intéresse, mais Bitcoin aujourd'hui prend toute la place parce que c'est l'actif légitime par excellence qui sert plusieurs objectifs et intérêts, et donc qui intéresse vraiment ces acteurs institutionnels qui se disent une couverture en Bitcoin, ça a du sens. Mais c'est là où c'est peut-être un petit peu complexe à comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est que vous nous dites qu'il n'y a pas que Bitcoin, mais quand on regarde aujourd'hui les cours, on a l'impression qu'il n'y a que Bitcoin. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des timings de marché différents? C'est ça, oui, exactement. Si on regarde les précédents cycles, donc 2021, 2017, on s'aperçoit à chaque fois qu'il y a une dominance du Bitcoin sur une certaine période qui intervient généralement après le halving de Bitcoin, donc qui consiste à diviser par deux la récompense des mineurs. Et donc on a une période de latence après pendant quelques mois. Bitcoin a une dominance qui va jusqu'à 65-70% du marché, qui ensuite laisse la place à ce qu'on appelle la alt season. D'accord. Et donc qui laisse justement c'est la théorie du ruissellement finalement, où les investissements vont davantage vers les autres altcoins qui représentent des opportunités d'investissement plus intéressantes, puisque Bitcoin a atteint des points très hauts. D'accord. Alors ça ne veut pas dire que Bitcoin va baisser du jour au lendemain ou va ne plus devenir intéressant, mais il est fort probable aussi que ça devienne un produit qui soit dédié uniquement aux institutionnels, ou alors majoritairement aux institutionnels, et que finalement les principaux investisseurs du Web3, eux, se redirigent pour le coup vers les autres cryptos, les principales cryptos. Quand on parle d'institutionnel, on parle d'institutionnel au même titre qu'en finance traditionnelle. Ça veut dire que Bitcoin est aujourd'hui devenu un actif qui peut permettre des investissements pour des acteurs institutionnels. Exactement. Si vous regardez aujourd'hui, vous avez MicroStrategy, qui est cette entreprise qui a sa stratégie uniquement basée sur la détention de Bitcoin, qui est aujourd'hui cotée au Nasdaq aux États-Unis. Donc ça montre encore une fois le changement de paradigme sur cet actif. Il y a beaucoup d'acteurs comme Microsoft, Tesla, etc., qui se posent des questions et qui introduisent cet actif dans leur portfolio. Donc oui, aujourd'hui, c'est devenu vraiment un actif à part entière qui intéresse beaucoup ces structures-là. Et bon, on a les ETF par le monde, qui pas uniquement aux États-Unis, il y en a aussi en Europe, il y en a aussi en Asie. Donc voilà, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les prix actuels des altcoins sont au même niveau que lorsque Bitcoin valait 50 000 dollars. Donc même moins. Donc en fait, il y a des opportunités à aller chercher sur ces altcoins qui sont encore énormes, où on a une technologie qui est tout aussi performante, tout aussi intéressante, et qui cherche justement à changer le quotidien. On a des narratives, la RWA qui consiste à tokeniser des actifs. On a
On a enfin on a la DeFi, la finance décentralisée, donc beaucoup de sujets très aujourd'hui, intéressants. alors c'est peut-être des mois particuliers pour Bitcoin, puisqu'effectivement il y a eu cette annonce de l'actuel président des États-Unis au moment de sa campagne électorale de dire qu'il voulait effectivement potentiellement déréguler, en tout cas plus que ce qui se faisait avant aux États-Unis. Là, mais le halving, il a déjà eu lieu il y a quelques mois. On n'a pas vu ce rattrapage des autres cryptos pour le moment. Ça veut dire que c'est un peu votre thèse d'investissement pour 2025? C'est ça. Pour l'instant, si on regarde encore une fois les précédents cycles, on est parfaitement là où on doit être aujourd'hui. On est dans le timing. On est dans le timing. Okay. Alors, même si les altcoins auraient dû prendre un petit peu plus, à mon sens, elles sont toujours très volatiles. Si Bitcoin augmente, elles augmentent également, dans une moindre mesure, mais surtout si Bitcoin dévisse, elles dévissent 2 fois plus fort. Donc, il y a une sorte de stress sur le marché qu'on a eu encore dernièrement. C'est les small caps de la bourse? C'est les small caps, le fait que Bitcoin soit plus ou moins attaqué. Enfin, là, on a eu un autre sujet qui était que l'administration Biden voulait remettre sur le marché 65 000 Bitcoins qu'ils avaient saisis pendant leur administration. Donc, il y a eu un gros stress test sur le marché alors que Donald Trump, lui, veut faire une réserve étatique. Donc voilà, il y a un petit peu de tension, mais qui ne retire absolument pas le potentiel justement des autres crypto-monnaies. On devrait voir justement dans les prochains mois, justement, le cours de ces cryptos-là évoluer. Ça va changer beaucoup de choses. On va voir ce que Donald Trump va faire en fait aussi en termes de géopolitique, en termes de macroéconomie. On va voir si le cadre va être intéressant, si les taux vont continuer de baisser. Il y a beaucoup de choses qui sont encore liées au fait que les cryptos puissent s'envoler pour 2025. Les taux ont un impact encore sur les cryptos et sur Bitcoin dans un contexte effectivement d'ouverture étatique. Vous parlez même de réserve étatique. Oui. Potentiellement, d'autres pays pourraient être amenés à se poser la question. On ne dit pas qu'ils suivront forcément, mais à se poser la question. Un contexte économique, un contexte de taux a quand même aujourd'hui un impact sur ce type d'actifs. Oui, ça a toujours un impact parce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire, on considère toujours que la crypto est l'actif le plus risqué et aussi l'actif le plus volatile. Alors en plus, comme il est assez liquide, on peut en rentrer et en sortir assez facilement. Et donc forcément, quand les situations se complexifient, se densifient, eh c'est l'actif qu'on va aller chercher finalement, qu'on va aller récupérer. À l'inverse du private equity où vous êtes bloqué pendant plusieurs années, la crypto, vous êtes très libre de vos mouvements. Donc généralement, on est sur un marché qui est très volatile, mais parce qu'il y a encore peu de volume. Si on compare ça au marché traditionnel, c'est encore ridicule. Donc c'est un marché qui va encore devoir gagner en maturité pour devenir une classe d'actifs à part entière dans la diversification, mais ça commence déjà à l'être fortement aujourd'hui. 2 questions. La première rapide, on parlait de réserve étatique. Vous, chez Meria, vous croyez au fait que des pays pourraient avoir une partie de leur réserve, même infime, en Bitcoin ou en crypto-monnaie? Bien sûr, si on veut pousser le bouchon très loin, même on pense que Bitcoin pourrait un jour remplacer nos monnaies fiat telles qu'on les connaît. Non, sans vouloir être trop loin, mais c'est ce qui fait aussi un petit peu peur aux États, mais c'est ce qui vient les aider, puisque Bitcoin, dans sa nature même, est une monnaie désinflationniste, puisqu'on ne peut pas en produire plus que ce qui est décrit dans le code d'origine, dans le code source. C'est 21 millions de Bitcoins qui seront produits. Donc, à l'inverse de l'euro ou du dollar, on ne peut pas faire tourner la planche à billets. Donc, quelque part, si on veut contrer, pouvoir rembourser une partie de la dette comme veulent faire les États-Unis, ça a beaucoup de sens de faire cette réserve héréditaire. Cette réserve étatique, ridicule. Bien sûr. Déformation. Et donc voilà, je pense que d'autres États iront s'y intéresser. Il y en a qui ont été précurseurs comme le Salvador ou comme d'autres pays moins développés, mais voilà. Si on devait conclure cette discussion, on dirait que globalement, en matière de stratégie de gestion concrète pour 2025, quand on est un investisseur particulier, on regarde Bitcoin évidemment, on commence par regarder Bitcoin, mais on ne s'arrête pas là, on mise aussi potentiellement sur une année dynamique pour les autres cryptos. C'est ça. Comme dans tout investissement structuré et réfléchi, on va évidemment mettre une base solide, donc c'est Bitcoin. D'accord. Ether est également un produit très intéressant parce que vous avez tout l'écosystème, une grande partie de l'écosystème crypto qui est construit dessus. Et après derrière, il y a effectivement beaucoup de choses à aller chercher, beaucoup de jeunes projets. Alors il existe des milliers de crypto-actifs aujourd'hui. C'est le rôle de Meria d'aller sélectionner ceux qui ont justement un rôle à jouer, qui viennent changer quelque chose. Nous, on fait vraiment du stock picking, de l'analyse profonde des projets. Donc c'est ce qui... Enfin voilà, c'est ce à quoi les clients doivent s'intéresser, mais c'est compliqué, donc rapprochez-vous d'experts pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Édouard Belliard, je rappelle que vous êtes directeur de la distribution et des partenariats chez Meria. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.